Donc, je voulais juste vous dire que la douleur musculo-squelettique est une douleur nociceptive, comme le professeur Edienne vient de vous expliquer. Donc, c'est une douleur qui siège au niveau de l'appareil locomoteur. Donc, elle a des topographies anatomiques qui sont soit au niveau de l'articulation et on les appelle douleurs articulaires, ou bien dans les zones périarticulaires. Et là, on les appelle la douleur abarticulaire. Donc, la douleur articulaire, vous pouvez deviner, c'est une douleur qui concerne la surface articulaire, la synoviale et la capsule. Par contre, la douleur abarticulaire concerne tout ce qui est éléments périarticulaires, qui sont les tendons, les muscles, les ligaments et tout ce qui entoure l'articulation. Alors, si on parle d'étiologie, les étiologies sont très diverses. Donc, ça peut être post-traumatique, ça peut être d'origine inflammatoire, les rhumatismes, ça peut être mécanique et dégénératif, les arthroses, infectieuses, les ostéoarthrites et même tumorales, les myélomes. Donc, on va faire la présentation sous forme de cas cliniques. Donc, le premier cas clinique va concerner les douleurs musculaires. Donc, il s'agit d'un homme de 24 ans, footballeur, euh, qui présente brutalement lors de son entraînement une douleur postérieure et médiale du mollet droit. Donc, c'est mis sur l'image. Donc, la douleur siège ici. Le footballeur précise qu'il ressent depuis quelques jours des douleurs en regard du mollet sans que cela l'empêche de s'entraîner. Donc, il continue à s'entraîner, mais il a mal. Il présente une très discrète boiterie, aucun gonflement des loges postérieures et pas d'hématome visible. L'appui unipodal droit génère une douleur en regard du tiers médian du mollet droit dans sa partie médiane. Donc, vous avez compris que c'est concentré au niveau du mollet. Donc, devant ce tableau, à quel diagnostic vous pensez? Donc, s'agit-il d'une rupture du tendon calcanien, qui est le tendon d'Achille que vous voyez ici, soit une lésion de la jonction myotendineuse, comme c'est mentionné là, c'est le B, du gastrocnémien médial, ou bien une lésion du muscle solaire, c'est le grand muscle du mollet, ou bien une lésion du plantaire grêle, c'est le petit muscle que vous voyez ici, ou bien s'agit-il d'une contracture? Donc, qu'est-ce que vous en dites? Quel est le diagnostic que vous évoquez pour qu'on puisse enchaîner, s'il vous plaît? Alors, vous pensez à quel diagnostic? Les gens disent B, C, E. Alors, B, C, E. Et je vous dis que les possibilités sont B, C et D. B, ça veut dire la lésion de la jonction myotendineuse parce qu'on est au milieu. Une lésion du solaire, elle est possible parce qu'on est au milieu. Et une lésion du plantaire grêle est aussi possible. Donc, quelle attitude thérapeutique? On ne peut pas dire plus bas parce que le tendon d'Achille n'est pas concerné. Donc, quelle est l'attitude thérapeutique? Du moment où c'est le grec qui est concerné, je l'ai entouré en rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il décharger complètement avec une canne anglaise pour une durée de 4 à 6 semaines? Faut-il décharger partiellement avec pause d'un strapping du mollet? Ou bien l'appui sera autorisé et débuter la kinésithérapie associée à un traitement médical ou bien ne rien donner. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme réponse? Donc, les gens disent B, C. Alors, la réponse, c'est la C, exactement. Donc, il faut autoriser l'appui et débuter une kinésithérapie associée à un traitement médical parce qu'en fait, le muscle plantaire grêle, ce n'est pas un muscle clé de la marche, donc il n'empêche pas la position debout et la marche. Donc, dans le cas où vous pensez à recommander un avis spécialisé au patient, quel est l'examen complémentaire qu'il faut demander avant de le confier chez le spécialiste? Donc, on ne demande rien et on le confie directement. On demande une échographie musculaire, une IRM du mollet ou bien une radiographie standard de la jambe. Alors, les gens disent échographie musculaire et c'est juste, parce que c'est l'examen en fait qui peut examiner les muscles. Donc, la douleur est une douleur musculaire, comme on a constaté. Donc, il s'agit d'une myalgie et cette douleur est fréquente et peut avoir diverses causes, comme quand l'exercice physique est intense, les traumatismes, les lésions tendineuses, les tensions et dans certaines maladies. Donc, il faut tout d'abord, pour faire le diagnostic, il faut faire un bon interrogatoire, voir est-ce que la douleur est aiguë ou chronique. Dans le cas de notre patient, elle était aiguë. Localiser la douleur, la partie, donc la localisation est très importante parce que c'est elle qui oriente le diagnostic.
c'est une douleur localisée, l'intensité de la douleur, les facteurs qui ont déclenché cette douleur et les symptômes qui sont associés. Donc, si on vérifie tout ça, on peut être sûr qu'il s'agit d'une douleur musculaire. Donc, il faut évaluer la mobilité et puis éliminer tous les signes d'alarme qui peuvent être graves et mettre le patient tranquille, sous antalgique et anti-inflammatoire avec des contracturants musculaires des contractures musculaires et on peut mettre des gels et des anti-inflammatoires locaux. Donc, la prise en charge, c'est le repos. Repos avec application, on peut appliquer le froid au début, après on va alterner par la chaleur pour laisser le muscle récupérer et avec une bonne hydratation et une bonne nutrition. La physiothérapie, on peut recommander des exercices doux, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec des étirements et de la physiothérapie locale avec une électrothérapie, les TENS qu'on peut acheter et recommander aux patients, et une éducation thérapeutique pour ne pas refaire le même épisode pathologique. Donc, si vous êtes amené à recontrôler votre patient parce que vous avez posé le bon diagnostic, vous allez l'encourager à revenir vous voir pour être sûr qu'il va bien et qu'il n'y a pas eu d'aggravation, que l'évolution est bonne et qu'on ne va pas évoluer vers la douleur chronique. Et si on avait pensé du moment où c'est musculaire, est-ce que c'est pas une fibromyalgie, myopathie ou tout? Donc, s'il va bien, ça veut dire qu'il a bien évolué. Donc, ça, c'est un autre patient. C'est une douleur, c'est une manœuvre de 50 ans, victime d'un accident de travail, à l'origine d'une gonalgie. Alors, la gonalgie aiguë, elle a une douleur qui est apparue brutalement et qui l'a obligé à arrêter son travail. Et elle est compliquée quelques heures après d'un gonflement du genou avec une chaleur locale. Et vous voyez que le mécanisme s'est fait, comme vous le voyez dans le schéma, en valgus. Ça veut dire que le tableau évoque quel diagnostic? Est-ce que vous évoquez une luxation de la rotule? Est-ce que vous évoquez une rupture du tendon rotulien, une entorse du genou droit, une élongation du ligament latéral interne ou bien une rupture du pivot central? Donc, comme le mécanisme se fait en valgus forcé, donc les gens disent C et D. C, c'est l'entorse du genou et D, élongation du LLE et c'est vraiment juste. Donc, vous suivez bien, c'est bien. Donc, est-ce que vous pensez que cette entorse est une entorse bénigne, elle est d'une moyenne gravité ou elle est grave? Ou bien est-elle associée à une lésion méniscale? Qu'est-ce qui vous dit, est-ce que vous pensez à une entorse grave ou pas? Donc, vous prenez quel choix? C. Donc, entorse grave, non, c'est une entorse bénigne parce qu'en fait, le gonflement, les signes cliniques qu'il a présentés, c'était des signes qui sont modérés, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une échymose ou une lésion, un gonflement important. C'était une rougeur avec chaleur et un petit œdème, donc ça relève de la bénigne. Donc, quelle est l'attitude thérapeutique que vous prenez devant cette élongation du LLE? Béni, ça veut dire élongation du LLE. Donc, est-ce que vous recommandez la décharge complète avec canne anglaise pour une durée de 3 semaines, une décharge partielle avec pose d'une genouillère, un appui autorisé avec début de la kinésithérapie associée à un traitement médical, un glaçage de 20 minutes toutes les 4 heures, ou bien vous ne recommandez rien de particulier? B. Donc, décharge partielle euh, euh, avec pose d'une genouillère. Alors, puisque c'est une bénigne, on va autoriser l'appui et on va commencer une kinésithérapie qui va être vraiment douce avec un glaçage de 20 minutes. Donc, c'est la C. Il ne faut pas en fait décharger parce qu'il ne s'agit pas d'une entorse grave, c'est juste une entorse bénigne. Donc, il peut appuyer, mais sous couverture d'une genouillère avec un glaçage associé. Donc, quel est le cas ou dans quel cas faut-il confier le patient d'emblée en consultation spécialisée? Alors, c'est les signes qui évoquent la grave. Est-ce que c'est le gonflement important et grave du genou, les signes de contusion avec échymose, l'impotence fonctionnelle et impossibilité à l'appui, œdème discret à modéré sans échymose? Alors, est-ce que vous prenez A, B, C et D ou bien A, B et C? Ça veut dire que le gonflement important, les signes de contusion et l'impotence fonctionnelle. Et c'est juste, donc ça, c'est les signes qui annoncent la gravité de l'entorse. Donc la douleur peut résulter de diverses causes. Soit c'est une blessure sportive, soit un accident de la route, soit des chutes, soit une intervention chirurgicale. Donc, vous voyez que l'élongation ligamentaire est une cause qui n'est pas très grave. Donc, on peut l'évaluer à l'aide de l'échelle EVA. On peut comprendre dans l'histoire du patient que c'est un événement
traumatique bénin et que les antécédents médicaux ne relèvent pas d'un risque grave pour la maladie. Donc, devant ce tableau, on recommande les antalgiques, c'est tout, avec une dose acceptable, des anti-inflammatoires et ne pas décharger, conseiller le repos, l'immobilisation pendant quelques temps, appliquer la glace, des compresses avec des bandages élastiques pour la stabilité, qu'on recommandait l'éducation thérapeutique pour ne pas avoir d'autres récidives ultérieures avec de la kinésithérapie éventuelle. Donc, on va l'orienter si jamais il y aura une aggravation parce qu'il n'y a pas eu respect des recommandations données. Donc, la douleur post-traumatique, il faut faire une évaluation attentive, il faut une gestion personnalisée avec un suivi si on doute que ça va évoluer. Pour la lombalgie, donc j'ai pris un cas de lombalgie chez un sujet de 25 ans qui présente, un lombalgie une douleur qui survient le matin au travail avec un mal de dos qui est important et qui n'est pas soulagé au repos. Que vous devez rechercher en premier lieu. Donc, il vient vous voir pour une lombalgie qui est apparue et qui lui a fait très mal. Donc, est-ce que vous allez chiffrer l'intensité de la douleur? Et vous allez rechercher les red flags. Donc, je vous dis, les red flags, c'est les signes de gravité devant une lombalgie. Donc, comme la fièvre, l'amaigrissement, le déficit neurologique, etc. Et donc, ça va évoquer une douleur qui n'est pas commune. Ça veut dire que ça ne va pas relever de la lombalgie commune, ça va relever d'une lombalgie, on va dire, secondaire ou spécifique à une pathologie sous-jacente. Préciser la localisation et l'irradiation de la douleur, le contexte social, donc familial et professionnel, et évaluer la raideur rachidienne. Donc, qu'est-ce que vous allez prendre? Il y a des gens qui me disent A, B, C, D, E. Donc, on va prendre tout, A, B, C et E, sauf la D. Donc, il faut chiffrer l'intensité de la douleur, rechercher les signes d'alerte rouge, préciser la localisation et l'irradiation de la douleur et évaluer la raideur rachidienne, qui est en faveur d'une lombalgie qui est quand même importante. Donc là, on résume un peu le siège de la lombalgie. Donc, vous voyez que la lombalgie est une douleur qui siège entre le milieu des deux fesses et la région lombaire supérieure. Donc, la douleur lombaire, elle est due à un pincement discal en général quand elle est commune et il n'y a pas beaucoup donc elle est très localisée et il n'y a pas risque d'irradiation. Mais quand elle irradie vers le membre inférieur, on va l'appeler lomboradiculalgie. Donc, vous voyez que le siège est bien précis et c'est une douleur qui est localisée, sans irradiation. Donc, si elle irradie, on va l'appeler lomboradiculalgie. Alors, si elle va être associée à d'autres symptômes, il faut penser à la polynéphrétique ou au lumbago. Donc, retenez l'étiologie. Donc, on va retenir dans ce cas la lombalgie et le lumbago. C'est les possibilités les plus simples. Donc, l'attitude thérapeutique sera, est-ce qu'on ne va pas recommander le repos? Est-ce qu'on va recommander un arrêt de travail le plus court possible? Des antalgiques du palier 1, des AINS et des AINS, pardon, on va associer des myorelaxants. Alors, est-ce qu'on associe les myorelaxants au début ou pas? Donc, CDE. CDE, ça veut dire non. Quand on a le premier épisode de lombalgie, il ne faut pas mettre des myorelaxants parce que la défense musculaire est une réaction qui va protéger le disque, donc il ne faut pas relâcher ses muscles. Donc, on va donner que des antalgiques, des anti-inflammatoires et on va recommander un repos relatif, pas strict. Donc, on va prendre la B, la C et la D. Donc, on va des antalgiques anti-inflammatoires avec un arrêt de travail le plus court possible, mais pas avec un repos strict. Donc, les lombalgies sont des douleurs lombaires, comme je vous ai montré sur le schéma. Elles sont de causes les plus fréquentes c'est une cause commune. Donc, il faut éliminer les signes d'alerte rouge pour retenir ce diagnostic. Et ils sont bien définis, les signes d'alerte rouge. Il faut les connaître, il faut les apprendre pour ne pas tomber dans les lombalgies secondaires. Le médecin généraliste, donc, il joue un rôle crucial dans la prise en charge initiale et pour les conseils et les orientations quand doit-il orienter vers le médecin spécialiste. Donc, il va s'assurer de la nature de la douleur,
Si elle est aiguë, donc elle date de moins de 6 semaines, subaiguë entre 6 et 12 semaines, chronique si elle dépasse les 6 semaines. La localisation, comme je vous ai montré, bien localisée, sans irradiation. Donc si elle irradie, elle devient une lomboradiculalgie. L'intensité de la douleur, il faut qu'il la chiffre sur l'échelle visuelle analogique. Il faut qu'il élimine tous les facteurs aggravants. Il faut qu'il détermine les facteurs aggravants et soulageants. Et il faut qu'il sache tous les antécédents du patient parce qu'il faut éliminer, comme je vous ai dit, red flags, les signes d'alerte rouge. Donc la perte de poids inexpliquée, la fièvre, les antécédents de cancer, les douleurs nocturnes sévères, les déficits neurologiques. Donc là, ça ne devient plus une commune, ça devient une lombalgie secondaire. Donc la mobilité de la colonne vertébrale, je vous ai dit qu'une rachialgie avec raideur rachidienne, c'est un signe qui ne répond pas au traitement, donc c'est un signe quand même qui est péjoratif. Donc, la prise en charge, c'est les antalgiques, les anti-inflammatoires. Comme on l'a dit tout à l'heure, les décontractures musculaires, on les donne dans la deuxième phase, pas au début, parce qu'après la disparition de la douleur importante, c'est quand la douleur est soulagée, on peut les associer pour encore soulager le patient et faire disparaître la douleur qui reste, on va dire, le fond douloureux. Et on l'associe avec même des compléments alimentaires comme le magnésium et la vitamine B1, B6. Donc, repos relatif, je dis pas de repos strict, jamais. Il faut donner et appliquer après la période aiguë l'application de chaleur. Elle est très intéressante et on peut appliquer même le froid. Je vous ai dit que le froid n'est pas nocif, donc on peut mettre la chaleur et on peut alterner entre le froid et le chaud et faire des conseils postureux. Ça, donner des conseils postureux, c'est très important pour éviter les mouvements brusques et utiliser les techniques appropriées. Donc, on ne peut pas vous dire tout ce qu'il faut faire comme exercice et tout, mais il faut encourager les exercices et renforcement des muscles avec les étirements, parce que c'est ça qui va éviter les récidives. Avec un programme qui est assidu, l'éducation thérapeutique, c'est en fait quoi? C'est savoir gérer sa douleur et savoir faire régulièrement sa thérapie à domicile, parce que l'auto-rééducation à domicile, c'est elle qui va éviter les récidives. Donc, si ça marche bien et le traitement, il répond au traitement antalgique, il répond bien aux conseils qu'on lui a donnés, donc c'est bon. Sinon, si la douleur devient chronique ou il y a un signe d'alerte rouge qui apparaît, donc il faut orienter le patient au milieu spécialisé et vous pouvez même demander une IRM au préalable avant de le confier. Donc, le médecin généraliste peut bien gérer cette pathologie au début et même l'accompagner si le diagnostic est posé. Quant aux cervicalgies, donc les cervicalgies, c'est à peu près la même chose. Le siège de la douleur siège au niveau du cou et c'est une affection qui est très courante et elle est causée par diverses raisons telles que les tensions musculaires, les mauvaises postures, l'arthrose cervicale et aussi les traumatismes. La prise en charge de cette condition implique une évaluation initiale, la gestion médicamenteuse et non médicamenteuse, ainsi que le suivi et l'orientation appropriée. Donc, cervicalgie, c'est la même chose. Donc, bien localiser la douleur, déterminer son intensité, la durée et les caractéristiques de cette douleur, les facteurs aggravants, les facteurs soulageants, et bien sûr, être sûr que les antécédents médicaux sont rassurants. Et après, il faut faire un bon examen clinique, il faut rechercher, éliminer les signes d'alerte rouge et vérifier qu'il y a une bonne mobilité au niveau du rachis cervical. Donc, si on est dans la cervicalgie commune, on peut prescrire comme la lombalgie, les antalgiques et les anti-inflammatoires, les décontractions musculaires. Après, avec La dose, euh, la posologie des myorelaxants et la durée du traitement. alors, les myorelaxants, en général, on les donne 15 jours après la phase aiguë. On peut donner, par exemple, la thépadène, 30 mg. On peut donner une gélule 3 fois par jour pendant minimum un mois. Les recommandations, c'est la thépadène, c'est de l'ATP, c'est un myorelaxant. هي تهضر على النيوكال. Il y a le relaxant 4 mg qui est bon. On peut le donner à 4 mg jour ou bien à 8 mg par jour. Et en général, le patient répond au bout de 4 jours à 8 jours. Donc, on peut l'arrêter. Le relaxant, il est bien. Midocalme, on peut donner un comprimé. Il est dosé à 150. Il est dosé à 150. On peut aller à un comprimé 2 fois par jour et on le donne pendant une durée de 10 jours à 15 jours. Et je vous ai dit que associé aux médicaments, on peut utiliser la chaleur et les TENS. Donc, ça donne de bons résultats avec les décontracturants musculaires. Et la durée, on peut ne pas prolonger pendant longtemps la prescription des myorelaxants. Mais il ne faut pas les donner en aigu, il faut les donner en différé, c'est-à-dire après la disparition de la douleur aiguë.
Donc, il faut bien sûr, Cette étude cervicale, peut-on utiliser les myorelaxants? Ça dépend de la cause de la... la cause et la période. Je vous ai dit, il faut la période de la cervicale. Si elle apparaît de façon aiguë, c'est-à-dire qu'elle vient d'apparaître, il ne faut pas le donner tout de suite. Il faut attendre, on va dire, 15 jours à 3 semaines. On soulage la douleur aiguë et on peut le donner après pour avoir le confort. Et on peut l'associer un peu à un collier souple pour aider le relâchement des muscles. Et après, on va le recommander. On va recommander le mur. Ça, si, ici, il y aura des contractures qui vont gêner un peu la mobilisation. Mais je vous ai dit, les bouillottes et les compresses chaudes avec l'application de la thermothérapie, elle aide beaucoup et les conseils posturaux aussi. Quand on est dans différé. Différer, c'est parce que la défense musculaire, on dit qu'au C'est un début, mécanisme de c'est un défense. mécanisme de défense. Donc, il faut respecter la contracture musculaire initiale parce que c'est elle qui protège les disques et elle protège tous les éléments articulaires et qui sont en périarticulaire au niveau vertébral. Ça peut Donc, être en aigu, on ne donne pas parce que on respecte la contracture musculaire qui représente une défense. Et après, le soulagement de la douleur, ça veut dire que le disque va être en sécurité si on veut. Là, on peut le donner pour soulager ce qui reste comme conséquence de la douleur. en D'accord. cas de torticolis. Torticolis, c'est autre chose, c'est une contracture musculaire d'emblée. Ça veut dire que le muscle a souffert, il y a une contracture qui s'installe. Donc, d'emblée, on peut donner des myorelaxants dans ce cas. Le Collier. collier, pendant combien de jours, ça dépend. Le collier, s'il est mou et il est souple, le patient peut le garder en fonction de sa convenance. Ça veut dire quand il est soulagé, il enlève. Quand il y a une ACV, c'est un Euh, EKG simple. simple, des fois pour un peu aider la contracture musculaire. On peut le donner, mais après, il l'enlève. Et quand il a une NCB, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a une irradiation C'est une au douleur niveau, neuropathique c'est une douleur neuropathique associée avec une irradiation au niveau du membre supérieur. radiculaire. Là, il faut suivre l'évolution de la maladie et on veut le donner comme une mesure ergonomique et une hygiène de vie. Quand il a besoin, il le met. Quand il n'en a pas besoin, il le met pas parce qu'en fait, pas en continu parce qu'il y a le risque de relâchement musculaire. Il faut être bien installé et respecter bien sûr les conditions de travail. Parce que si on ne respecte pas les conditions de travail, on aura. Je reprends et je dis bien que quand la lésion est aiguë, on ne donne pas de myorelaxant, on donne que des antalgiques et des anti-inflammatoires. Et quand la douleur disparaît et diminue, on associe les myorelaxants et on peut conseiller les éléments de sécurité pour un peu soulager le patient. On va parler un peu de la douleur arthrosique. La prise en charge de la douleur arthrosique est une partie importante pour les généralistes parce qu'ils sont confrontés aux patients, aux sujets âgés qui souffrent de maladies dégénératives au niveau des articulations et personne n'en veut dans le milieu spécialisé, ni les rhumatologues, ni autres. Donc la gestion de la douleur arthrosique, elle est essentielle par le généraliste. Donc il faut qu'il fasse un bon interrogatoire pour localiser la douleur déterminer la zone articulaire qui souffre. Donc, la région articulaire qui souffre, il faut éliminer les douleurs qui sont assimilées, ça veut dire qu'ils ne relèvent pas du dégénératif. Et il faut voir aussi, rechercher les signes de l'inflammation parce que l'arthrose passe par des phases congestives et par des phases d'accalmie. Donc, quand c'est congestif, on a de la chaleur, du gonflement, mais ce n'est pas de l'inflammatoire, ça reste toujours du dégénératif parce que c'est la phase congestive de l'arthrose. Donc, la prise en charge, ça va toujours rester dans l'antalgique et l'anti-inflammatoire à dose respectée. Donc, pour en fait soulager le patient et ajouter les compléments qui sont les chondroprotecteurs qui aident beaucoup, la glucosamine, la chondroïtine, le collagène, qui sont recommandés et qui se donnent à long terme, 3 mois, avec des fenêtres thérapeutiques, 2 ou 3 cures par an pour conserver le cartilage. Donc, on peut faire des infiltrations de corticoïdes quand c'est nécessaire et que c'est douloureux. Tendinite. La tendinite, elle peut être associée à l'arthrose. C'est une réaction face à la souffrance articulaire et elle peut être indépendante de l'arthrose. Une tendinopathie peut s'installer en dehors de toute arthrose. Donc, le principe est le même, mettre un peu au repos l'articulation et puis traiter en local par de la physiothérapie. Et si ça ne donne pas, on peut faire de l'infiltration
au niveau local pour un peu soulager la tendinopathie. La tendinopathie peut siéger dans toutes les articulations, donc on peut l'avoir au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, au niveau du genou. Donc il y a plusieurs zones d'atteinte. Euh, La durée de traitement par les INS, pas plus d'une semaine. Quand la poussée est 5 jours. conjonctive est là, il ne faut pas prolonger parce qu'en fait, les AINS, c'est pour enlever la poussée aiguë, c'est-à-dire la poussée congestive de l'arthrose. Ça ne se donne pas à long terme, ça se donne à courte durée pour faire face à la phase de souffrance. 5 à 7 jours. 5 à 7 jours et après, on garde les chondroprotecteurs parce que les chondroprotecteurs, il faut savoir que leur action est lente. C'est-à-dire quand on les prescrit, on ne va pas avoir les résultats tout de suite. Minimum, il nous faut 15 jours pour avoir des résultats. Donc, c'est pendant ces 15 jours, une semaine d'INS va suffire. La PRP. La PRP, il y a plusieurs modalités. La PRP, c'est une application locale qu'on met sur les éléments articulaires en infiltration, en injection. C'est un plasma. C'est une préparation qu'on fait. C'est un plasma qu'on donne, qu'on met au niveau de l'articulation. Mais il y a des recommandations qui De disent, CC. qui, Il faut, en fait, on fait un prélèvement du patient. sur le patient, le Son plasma du sang, sang. on fait une centrifugation. Si vous avez une en principe, il y a des centrifugeuses au niveau de l'hôpital. Et après, quand on récupère le plasma qui est en bas, et on va l'injecter. Avant, on faisait par exemple les PRP 2 à 3 entre 2 à 3 semaines d'intervalle. Et par la suite, on pourra faire une injection de synovial, en intra-articulaire. Dernièrement, il y a eu des recommandations où on peut faire les deux. Ça veut dire au lieu de faire 2 cc de plasma seul et attendre une autre semaine pour faire le synovial, l'acide Le liquide synovial, synovial en intra-articulaire. Dernièrement, il y a eu des recommandations, il y a eu la certaines études liquide. qui ont fait les deux en même temps. Ça veut dire on met 1 cc de PRP et au même moment, à la même séance, on fait 1 cc de notre D'acide hyaluronique. d'acide hyaluronique. Avec bien sûr la mésothérapie pour les gens qui ont parlé de trucs, qui ont parlé Mésothérapie. de L'application, mésothérapie tout à l'heure. Oui. c'est très indiqué dans les lésions arthrosiques et dégénératives. La Mhm. mésothérapie donne, C'est la viscosupplémentation. c'est ce qu'on appelle l'acide hyaluronique, c'est une viscosupplémentation pour les maladies dégénératives. Hyaluronique, le liquide. La C'est la synoviale, c'est la le viscosupplémentation. principe Ouais. est la viscosupplémentation. Maintenant, on va passer aux douleurs inflammatoires. Alors, quelles sont les contre-indications? Il n'y a pas de contre-indication pour les chondroprotecteurs parce qu'en fait, les chondroprotecteurs, c'est de la phytothérapie, c'est des molécules naturelles. C'est pas des molécules fabriquées. Pour les chondroprotecteurs, il faut les prendre en cure. Qui a le magnésium, le calcium? Ça veut dire qu'il faut conseiller au malade. L'arthrosique, c'est l'éducation thérapeutique. Il faut lui dire, vous prenez, parce que le chondroprotecteur, il n'agit pas avant 1 mois. Il faut qu'il prenne une cure de 3 mois et il arrête. Fenêtre. Maintenant, il arrête, il fait une fenêtre de 1 mois, 2 mois. Il fait actuellement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'efficacité, ça ne sert à rien de les donner. Voilà. C'est ça. Pour la vitamine D, il vaut Un peu de mieux, sang. parce qu'on est parti dans des excès de dosage de supplémentation en vitamine D, il vaut mieux faire des dosages de vitamine D. Maintenant, si la dernière prise de la vitamine D avec un dosage elle remonte à 3 mois ou 4 mois, là, vous pouvez toujours prendre pour une crise aiguë, vous pouvez donner une cure, une gélule par semaine. Reprendre j'ai dit pour les chondroprotecteurs, selon le stade, il y a différentes chondroprotecteurs actuellement. Donc, les recommandations sont à prendre les chondroprotecteurs encore en cure. Ça veut dire il prend une cure de 3 mois et il arrête, il fait une fenêtre. Actuellement, les recommandations, c'est de faire 2 cures par an. En général, on fait une cure en hiver et la deuxième, c'est en fin d'été, en partant vers le printemps, pendant les changements De 16 ans. de 16 ans. Et quand vous faites la cure, la première cure, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'évaluation. Si le malade n'apporte pas d'amélioration par le chondroprotecteur, il
vaut mieux ne pas continuer. Parce qu'il y a des gens qui répondent, il y a des gens Qu'est-ce qu'on qui ne appelle répondent pas. amélioration? L'amélioration, elle est clinique. Comment on la détecte? Par une diminution de l'EVA et une diminution de l'utilisation des antalgiques et des anti-inflammatoires. Sinon, ça ne sert pas de les prendre. Les gélules de vitamine D, c'est les gélules 50 000 de unités. 50 000 unités, une gélule par semaine. Alors, la vitamine D, la Curcuma, dose, parce qu'ils ont parlé de la euh, dose efficace, on dit maintenant qu'il faut arriver à 100 milligrammes, à hmm. 100 unités de vitamine D. Au-delà de 30, on n'est pas dans les normes. On dit que maintenant, pour avoir un effet de vitamine D efficace, il faut être à 100. Donc, pour être à 100, il faut faire le dosage et faire la supplémentation pour arriver à cette dose. C'est Donc, ça. si on va utiliser les gélules de 50 000, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, on conseille les ampoules de 200 000 unités et en intramusculaire, l'absorption sera meilleure et on aura des résultats rapides. Donc, on peut les prescrire à une ampoule pendant tous les jours, pendant 10 jours, si le déficit est important. Donc, je vous parle du vitamine D qui est en dessous de 10 Effondré. effondrée. Donc, il faut la faire remonter rapidement et pour cela, il faut utiliser la voie intramusculaire. Il faut la prescrire pendant minimum 10 ampoules. Donc, on dit, c'est le dosage que vous trouvez. Une ampoule de 200 000 augmente de 8 unités la vitamine D. Donc, et vous faites vos calculs pour arriver à la dose de 100. Alors, quand vous utilisez le magnésium, il faut toujours l'associer à la vitamine B1, B6. Magnésium, il est associé à la vitamine B1, B6. Donc, magnésium 500 mg, vitamine B1, B6 250 mg. On donne deux comprimés par jour avec une gélule de magnésium qui sera associée. Donc, il faut assurer un bon seuil thérapeutique de la vitamine D, je vous dis qu'il doit être à 80 ou à 100. Et pour le calculer, vous mettez 80 moins le dosage du patient et la différence, vous la divisez par 8 parce que chaque ampoule de 200 000 unités fait élever la vitamine D de 8 unités. Et vous faites votre calcul et vous allez corriger le taux de vitamine D. Et le collagène avec le curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc, il est très recommandé dans les arthroses et les lésions dégénératives. Donc, on peut donner du flexophytol, c'est du 40 milligrammes. On donne une gélule 2 fois par jour ou deux fois pendant 15 jours, une gélule 2 fois pour faire une couverture maximale. Et c'est de la phytothérapie, donc il n'y aura pas de problème d'effets secondaires ou de contre-indication. Les compléments à base de curcuma ou la collagène et quel... Bon, vous pouvez reprendre. C'est un peu... J'arrive Donc, pas. dans le dégénératif, vous pouvez utiliser de la phytothérapie et tous vos moyens thérapeutiques pour soulager. Et comme a dit le professeur Edienne, il faut éviter la prise des AINS Au long cours. au long cours. Donc, si on arrive à gérer notre arthrose sans AINS, donc c'est gagné. Cryothérapie, c'est l'aigu. En fait, C'est le froid. la cryothérapie, c'est le froid, c'est le glaçage, l'application de glaçage. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire au patient qui a une pathologie arthrosique? Quand il a une douleur continue, c'est le fond douloureux. Vous pouvez appliquer la chaleur. Mais quand c'est aigu, ça veut dire il peut faire ce qu'on appelle une poussée congestive sur un fond douloureux. C'est quelqu'un qui a une arthrose. En bed, après chaque 3 mois, 4 mois, il fait une poussée congestive. Pendant la poussée congestive, il faut appliquer le froid. Une poche de glace, dans le cas ça se vend aux pharmacies carrément des ceintures applicables sur les genoux et tout. Il va le mettre au réfrigérateur, au congélateur. Il va l'appliquer pendant 20 minutes. Pour le zinc, c'est un anti-inflammatoire et le régime anti-inflammatoire, le protocole du docteur Bernier. Oui, la phytothérapie, exactement. L'orthomoléculaire. L'orthomoléculaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La cryo, vous pouvez faire la hijama, Donc, le zinc, il faut l'acupuncture. l'associer à la vitamine B1, B6 avec du magnésium et un bon taux de vitamine D. Curcuma, il y a plusieurs. Ce qui est Flexophytol, c'est du curcuma. flexophytol. Il y a Le le plus utilisé, c'est le flexophytol. colos, c'est le collagène. La molécule s'appelle colos. Et Oui. Artiflex, C'est Chondroflex, des chondroprotecteurs. Cartiflex, tout ça, c'est des C'est chondroprotecteurs. des chondroprotecteurs. Même Ça veut dire que vous allez dire à votre malade de prendre des cures. Par exemple, qui m'a dit, Chondroflex. qu'on a parlé 3 mois. Par exemple, le zinc, vitamine C, le D. magnésium, tout ça, il peut prendre 20 jours et tout, et il arrête et il reprend. Collagène associé à la vitamine C en poudre, oui, Oui. ça existe. Il y a même la
vitamine C en poudre. Donc, vous Tout ça, c'est des pouvez, compléments c'est qui des peuvent, adjuvants. ça aide beaucoup le patient à dépasser les poussées aiguës et les poussées Ça aide. conjectives. Et ça lui donne une stabilité à long terme. Avec bien sûr l'hygiène thérapeutique, ça veut dire L'éducation l'éducation. thérapeutique, Il faut, articure, oui. l'articure, on peut le prescrire pendant 3 mois, oui. C'est un complément Vous alimentaire, pouvez le prescrire pendant 3 mois, faire un arrêt et faire, comme j'ai dit tout à l'heure, deux une à cures deux par cures an, maximum par an. par an. Il est recommandé, mais il est un peu cher. Il est cher. Maintenant, entre 1 et 3 mois. Quand il est des mains guérisseurs ou passeurs des... Quand il est des mains des guérisseurs. Ah là, mains des guérisseurs, vous savez, il faut y croire. L'ostéopathie, Tout ce qui est dans le ostéopathie, tout ce dégénératif, qui est guérisseur, ça, il faut être prudent. il Parce faut qu'il y y a une croire. destruction Il y a une destruction du cartilagineuse. cartilage et il faut y croire. Tout ce qui est reboot, corticoïde, aucune indication, sauf en local. Quand En il fait beaucoup en infiltration. infiltration, quand il y a beaucoup, De beaucoup poussée de congestive, poussées ça soulage. congestives, on peut ponctionner. Nous, c'est ce qu'on fait. On ponctionne et on infiltre un corticoïde, pas plus de 3, max 4 infiltrations par an. Donc l'ostéopathie, comme a dit le professeur Zir, quand ça aide, quand ça donne En principe, symptômes, syntran, non, flexophytol, il n'y a pas au il n'y a pas contraire. de Syntran contre-indique contre-indication. les INS. C'est tout ce qui nous reste comme alternative. Ça reste le seul INS qu'on peut donner naturel, Naturel. naturel. C'est un INS naturel qu'on peut prescrire. Donc, si quelqu'un prend du Syntran. Donc, je pense qu'on est déjà Moi, il dans le me parle débat. pas de la douleur inflammatoire. Après le dégénératif, j'ai parlé de la douleur inflammatoire dans le cadre des maladies rhumatismales et donc la SPA. Le médecin généraliste peut avoir un apport parce qu'il peut en fait évaluer l'intensité, la localisation des symptômes qui sont associés. Il peut rechercher des signes inflammatoires locaux et il peut réajuster un peu les traitements le temps que le patient aille voir son médecin spécialiste rhumatologue qui le suit. Donc, il y a une prise en charge médicamenteuse sous prescription médicale, donc les antalgiques opioïdes, corticostéroïdes et la colchicine. Ça relève du spécialiste, mais si le médecin généraliste peut gérer le suivi et les prescriptions des ordonnances, il est amené à aider les patients à, bien sûr, renouveler leur ordonnance avec un bon interrogatoire préalable pour assurer un bon suivi. Probiotiques au long cours, rien n'est indiqué au long cours en général, sauf par exemple, on indique dans le côlon irritable, dans l'immunodépression, mais toujours, on dit toujours qu'il faut faire des fenêtres thérapeutiques. On ne peut pas prendre quelque chose au long cours, à part les thérapeutiques médicamenteuses pour les maladies chroniques. L'ostéopathe, chez nous, c'est une alternative utilisable selon le patient. Les cardiologues Il n'y croit contre-indiquent pas contre-indiquent le flexophytol Syntran. parce Nous, il n'y croit pas non, à la parce que phytothérapie. pour eux, la flexophytol, nous, on l'utilise. Quand on a un malade algique qui souffre sous Syntran, on On peut lui utilise le proposer le flexophytol flexopir parce en qu'on n'a pas une général. autre. La question, non, on ne guérit pas l'arthrose, c'est une maladie chronique. Mais il faut l'éducation thérapeutique, l'hygiène de vie, On l'accompagne. les exercices qu'il faut faire régulièrement, ça aide beaucoup et en fait, le patient est soulagé, il peut vivre avec une bonne qualité de vie. Les corticoïdes n'ont aucune place dans tout ce qui est dégénératif. Même dans les lombalgies, ils n'ont pas. Mais dans la lomboradiculalgie, ce qui devient une maladie neuropathique, une douleur neuropathique, là, c'est des flashs corticoïdes qu'on donne pendant 3 à 5 jours, mais vraiment quand ils ne répondent pas aux INS avec un antalgique bien conduit qui couvre les 24 heures. Parce que quand on n'a Des pas fois, les posologies ne sont pas adaptées, quand donc on la est réponse est par exemple, médiocre. devant une lombo-sciatique, il faut couvrir les 24 heures. Nous, ce qu'on donne, on donne le diclofenac 75 LP, deux gélules, une gélule le matin, une gélule à 12 heures d'intervalle pour couvrir les 24 heures avec un antalgique du premier degré, paracétamol, chaque 6 heures pour couvrir les 24 heures. Par exemple, les personnes, c'est-à-dire pour traiter l'arthrose. Conduite à tenir. On vient de dire l'arthrose, il faut traiter la douleur aiguë INS antalgique pendant 5 7 jours. Après, il faut donner des chondroprotecteurs, la médecine alternative, le hijama, mésothérapie, la PRP, tout ce que le malade peut, parce que tout ça, c'est payant.
Ce que peut le malade. En général, nos malades croient en la hijama, l'acupuncture. Donc, Le PRP ne fait c'est pas selon. régénérer le cartilage. Pourquoi le cartilage ne régénère pas avec la Non, PRP, le collagène? rien ne fait régénérer le Le cartilage. cartilage. C'est de respecter Préserver ce qui reste ce qui reste. et donner de bonnes conditions Quand on a locales. encore un interligne articulaire, on dit qu'on va mettre la PRP, qu'on va mettre le liquide synovial pour essayer de maintenir une articulation le moins douloureuse possible, surtout lorsqu'on est en attente d'un remplacement prothétique. Mais rien ne va entraîner une régénérescence, même les cellules souches. Il y en a d'ailleurs où ils font les cellules souches. Pour une tendinite, on ne prescrit pas les INS. Ce n'est pas le même principe parce que En local, le tendon n'est pas vascularisé. Donc, quand on donne des INS, ils ne vont pas arriver au tendon. Donc, on met des anti-inflammatoires en locaux local, et en topique. et on met de la physiothérapie, cryothérapie pour soulager parce que le tendon n'est pas Pas vascularisé. Donc, ce n'est pas vasculaire. le même principe que la cervicalgie et la lombalgie. Donc, on traite en Merci. local. Merci à vous. On a